Mes parents m'accusent d'avoir volé mon entreprise à mon frère ruiné. C'est l'argent de la famille, dit ma mère. Je ris en leur tendant un dossier, vous oubliez ce que vous m'avez fait signer il y a 6 ans. Mes parents ont toujours favorisé mon frère Antoine. Quand il a fait faillite, ils m'ont poursuivi en justice pour des millions, prétendant que je lui avais volé son destin. Ils pensaient que je céderais pour préserver la famille. Au lieu de ça, j'ai déterré leurs secrets financiers et je me suis préparé à les anéantir au tribunal. J'étais allongé sur le carrelage frais du sol de ma salle de bain, pressant un gant de toilette humide contre mon front quand la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie polie et sociale. C'était un bourdonnement persistant et exigeant qui semblait percer à travers ma migraine, me fendant le crâne. J'ai essayé de me lever, mais la pièce a basculé dangereusement. J'avais travaillé 80 heures par semaine pendant 6 mois d'affilée, finalisant l'acquisition du plus grand concurrent de mon agence de e-commerce. J'avais conclu l'affaire avec succès 48 heures plus tôt, et mon corps avait immédiatement décidé de s'arrêter. Le médecin avait appelé ça un épuisement aigu sévère et avait ordonné un repos strict au lit, de l'hydratation et absolument aucun stress. La sonnette a retenti à nouveau, plus longtemps cette fois. Agressive. J'arrive, ai-je dit d'une voix rauque. Bien que personne ne puisse m'entendre, je me suis redressé en utilisant le meuble vasque en marbre que j'avais payé comptant il y a 2 ans, apercevant mon reflet dans le miroir. Je ressemblais à un fantôme, des cernes sombres et pâles sous les yeux, vêtu d'un pantalon de survêtement trop grand et d'un t-shirt taché de tisane. Je n'avais pas l'air de la PDG d'une entreprise valant plusieurs millions d'euros. Je ressemblais à une enfant qui voulait sa mère. Je suis descendu par l'escalier en colimaçon de l'hôtel particulier parisien que j'appelais ma maison. J'adorais cette maison. C'était la première chose que j'avais achetée quand mon entreprise avait atteint les 7 chiffres. C'était mon sanctuaire, ma preuve que je n'avais besoin de personne pour survivre. Quand j'ai ouvert la lourde porte en chêne, le soleil aveuglant de l'après-midi m'a forcé à plisser les yeux. Un homme se tenait sur mon porche. Il était quelconque, portant un coupe-vent générique et tenant une épaisse enveloppe Kraft. Il a regardé un presse-papier, puis m'a regardé, ses yeux scrutant mon apparence débraillée avec un léger jugement. « Sophie » a-t-il demandé. Il n'a pas utilisé de nom de famille, juste le prénom, vérifiant la photo sur sa feuille. Oui, ma voix était à peine un murmure. « Je peux vous aider ? Je viens vous signifier un acte, a-t-il dit sèchement, enfonçant la lourde enveloppe contre ma poitrine. Avant que je puisse demander de quoi il parlait, avant même que je puisse saisir correctement le paquet, il a tourné les talons et s'est dirigé d'un pas rapide vers sa berline dont le moteur tournait au bout de l'allée. Je suis resté là, oscillant légèrement, l'enveloppe lourde comme une masse de plomb dans mes mains. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes, un rythme douloureux et erratique qui a fait flamber ma migraine avec une intensité aveuglante. J'ai fermé la porte et me suis laissé glisser contre elle, mes jambes lâchant. Avec des doigts tremblants, j'ai déchiré le rabat. Tribunal judiciaire, chambre civile, demandeur, Martine nom de famille et François nom de famille. Défenderesse, Sophie nom de famille. Mes parents. J'ai cligné des yeux, essayant de dissiper le brouillard de ma vision. J'ai supposé que c'était une erreur. Peut-être qu'il poursuivait quelqu'un d'autre et avait envoyé les papiers chez moi pour que je les garde. Mais en tournant la page, le jargon juridique s'est transformé en un récit de pure folie. Plaintant dommages et intérêts, détournement d'actifs familiaux, vol de propriété intellectuelle, rupture de contrat familial implicite. J'ai lu le résumé, le souffle coupé. La plainte alléguait que l'entreprise que j'avais bâtie depuis ma chambre d'étudiante, l'entreprise pour laquelle j'avais codé, fait du marketing et saigné, était en fait basée sur des concepts exclusifs développés par mon frère Antoine lors de dîners de famille. Elle prétendait qu'en lançant l'entreprise sans lui, j'avais volé l'avenir qui lui était explicitement promis, entraînant sa récente insolvabilité financière. Il ne demandait pas seulement une part. Il me poursuivait pour 5 millions d'euros de dommages et intérêts et cherchait une injonction pour geler mes avoirs personnels. J'ai laissé tomber les papiers. Ils se sont éparpillés sur le parquet comme des feuilles mortes. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était ma mère, Martine. Le timing était trop précis pour être une coïncidence. Elle savait que l'huissier venait de partir. J'ai fixé l'écran, le mot « maman » et clignotant innocemment, masquant le venin derrière l'appel. J'ai senti une vague de nausée si forte que j'ai dû fermer les yeux. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour eux, à essayer de prouver que je méritais le même amour qu'ils déversaient sans effort sur Antoine. Je leur avais acheté des voitures.
J'avais remboursé leur prêt immobilier. J'avais tout fait correctement. Et leur réponse était d'essayer de me détruire au moment où j'étais la plus faible. Je n'ai pas répondu au téléphone. Je suis resté assise là, dans le couloir de la maison que j'avais achetée avec ma propre sueur et mes larmes, réalisant que les personnes qui étaient censées me protéger du monde venaient de devenir mes prédateurs les plus dangereux. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une tumeur maligne terminale au cœur de ma famille. Le téléphone a cessé de sonner, laissant dans le couloir un silence plus assourdissant que le bruit. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. L'adrénaline luttait contre l'épuisement, créant un étrange engourdissement vibrant dans mes membres. Je devais comprendre. La partie logique de mon cerveau, la partie PDG qui résolvait les crises pour gagner sa vie, a commencé à démarrer, prenant le dessus sur la fille blessée. J'ai ramassé les papiers à nouveau, me forçant à lire au-delà du choc initial. Paragraphe 4. La défenderesse, Sophie, a utilisé les ressources familiales, spécifiquement le labeur émotionnel et intellectuel du fils des demandeurs, Antoine, pour construire son entreprise. Paragraphe 12. En raison du vol d'opportunité par la défenderesse, Antoine a subi un préjudice financier irréparable, conduisant à son état actuel de faillite. J'ai ri. C'était un son sec et craquant qui me faisait mal à la gorge. Labeur émotionnel. Antoine n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie. Pendant que je passais des nuits blanches à coder mon premier site web, Antoine faisait la fête sur une plage aux frais de mes parents. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai répondu. Sophie, c'était Martine. Sa voix était calme, presque agréable. C'était la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle organisait un dîner. La voix qui cachait 1000 jugements. J'ai reçu les papiers, Martine, ai-je dit, ma voix stable malgré les battements dans ma tête. Je ne pouvais pas me résoudre à l'appeler maman. Pas maintenant. Oh, bien, dit-elle, comme si nous discutions d'un colis d'Amazon. Je craignais que l'huissier ait du mal à trouver ta forteresse. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Vous me poursuivez pour 5 millions d'euros. Êtes-vous fou? Baisse la voix, Sophie. Ce n'est pas convenable, me gronda-t-elle doucement. Nous ne sommes pas fous. Nous corrigeons juste un déséquilibre. Nous savons qu'Antoine a des ennuis. Il a déposé le bilan pour une liquidation judiciaire. Il va perdre son appartement, sa voiture, tout. Et toi, tu es assise dans ce manoir avec plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies. J'ai gagné cet argent, ai-je craché. J'ai eu 3 boulots à l'université. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Antoine a flambé sa part d'héritage dans des arnaques aux crypto-monnaies et des montres de luxe. Ce n'est pas ma faute. C'est l'argent de la famille, Sophie, dit-elle, son ton se durcissant. Nous avons investi en toi. Nous t'avons nourri, habillé, mis à l'abri. Tu as pris ces ressources et bâti un royaume, laissant ton frère derrière. Ce n'est pas juste. Il était censé être celui qui réussirait. Nous savons tous qu'il était censé réussir. Il était censé réussir, ai-je répété, incrédule. Parce que c'est un homme. C'est ça? Parce qu'il est spécial, Sophie. Il a une vision. Toi. Tu es une travailleuse. Tu es bonne pour exécuter des choses, bien sûr, mais Antoine a l'étincelle. Tu as volé sa lumière. Ce procès est juste un moyen de s'assurer que les actifs sont distribués équitablement, comme ils auraient dû l'être depuis le début. Équitablement? Je me suis levé. Le vertige momentanément oublié. Vous voulez liquider mon entreprise pour payer ses dettes de jeu? Ce n'est pas du jeu. C'était un investissement malchanceux, corrigea-t-elle rapidement. Écoute, nous ne voulons pas d'une bataille judiciaire. C'est sale. Signe simplement l'accord de règlement joint à la fin. Transfère les 5 millions au trust familial. Nous avons fait de François le fiduciaire et nous abandonnerons les poursuites. Nous pourrons tous dîner ensemble à Noël et mettre ça derrière nous. Vous voulez que je vous paie 5 millions d'euros pour que vous me laissiez tranquille? Pense-y comme à des frais de scolarité rétroactifs, dit-elle légèrement. Ou un merci pour t'avoir élevé. Nous devons sauver Antoine, Sophie. C'est ton devoir en tant que sa sœur. Si tu ne le fais pas, eh bien, le procès gèlera tes comptes. Ta précieuse entreprise peut-elle survivre à des mois de litige avec des actifs gelés? Ta réputation peut-elle survivre aux gros titres?
Une PDG de la tech poursuivie par ses parents ruinés pour fraude. La menace flottait dans l'air, lourde et suffocante. Elle me faisait chanter. Ma propre mère tenait un pistolet sur la tempe de l'entreprise que j'avais bâtie pour sauver le fils qu'elle aimait vraiment. Je ne signerai rien, ai-je dit, ma voix baissant à un murmure dangereux. Ne sois pas têtue, ma chérie. Tu ne peux pas gagner. Nous avons les déclarations d'Antoine, des témoins qui se souviennent de lui parlant de ses idées d'entreprise il y a des années. C'est ta parole contre celle de la famille. J'ai regardé les documents éparpillés sur le sol. J'ai regardé la date spécifique mentionnée dans la plainte pour rupture de contrat, une date d'il y a 6 ans. Une clarté froide et nette m'envahit. La migraine ne disparut pas, mais elle fut repoussée derrière un mur de rage glaciale. Vous pensez vraiment avoir tout prévu, n'est-ce pas, ai-je demandé. Nous avons les meilleurs avocats de Paris, Sophie. François s'en est assuré. D'accord, ai-je dit. On se verra au tribunal. Sophie, ne sois pas ridicule. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone, ma respiration courte. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait que j'étais la même petite fille désespérée qui mendiait leur approbation, qui ferait n'importe quoi pour qu'ils cessent de me regarder avec déception. Il pensait pouvoir me soumettre par l'intimidation parce qu'ils supposaient que je jouais selon leurs règles. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. J'étais une collectionneuse d'informations. Je me suis dirigé vers le coffre-fort mural caché derrière un tableau dans mon bureau. Un cliché peut-être, mais efficace. J'ai tourné le cadran et tiré la lourde porte. À l'intérieur se trouvaient des piles de disques durs et une boîte en métal que je n'avais pas ouverte depuis mes 18 ans. Martine et François pensaient que l'argent était le seul pouvoir qui comptait. Ils ne réalisaient pas que dans mon monde, les traces écrites étaient l'arme ultime, et j'avais gardé les reçus de chaque transaction, chaque conversation et chaque signature de la dernière décennie. Pour comprendre pourquoi ce procès n'était pas seulement une attaque juridique, mais une éviscération spirituelle, il faut comprendre l'écosystème de mon enfance. J'étais l'enfant d'essai. Je suis né 3 ans avant Antoine. Mes parents, François et Martine, étaient jeunes et relativement fauchés à l'époque. J'ai grandi avec des vêtements de seconde main, jouant tranquillement dans le coin de leur appartement exigu pendant qu'ils travaillaient tard. J'ai appris très tôt que la meilleure façon d'être aimé était d'être invisible et de ne pas faire de vagues. Puis Antoine est né et soudain, le soleil est apparu. La carrière de François dans l'immobilier commercial a décollé la même année que l'arrivée d'Antoine. Ils ont pris cela comme un signe. Antoine était leur porte-bonheur, leur fils prodige. Ils ont déménagé en banlieue chic, ont acheté une BMW et ont commencé à épargner pour l'avenir d'Antoine. Pas notre avenir, celui d'Antoine. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'ai demandé une voiture. J'avais un travail dans un restaurant. J'avais d'excellentes notes et j'avais besoin de me rendre à mes cours avancés. Martine avait soupiré, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture comme si je lui avais demandé un rein. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre en ce moment, Sophie. Les temps sont durs. 2 semaines plus tard, pour le 13e anniversaire d'Antoine, ils lui ont acheté une moto de cross et un équipement de gaming professionnel complet. Cela coûtait 3 fois le prix de la Honda d'occasion que je voulais. Quand j'ai confronté François à ce sujet, il a juste haussé les épaules, sirotant son scotch. Antoine a besoin de débouchés pour sa créativité. Il va devenir un innovateur. Toi. Eh bien, tu es pragmatique, Sophie. Tu sais comment travailler. C'est bon pour ton caractère de gagner les choses. Alors, je l'ai fait. J'ai tout gagné. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université publique parce que je savais qu'il ne paierait pas un centime. J'ai eu 3 emplois. Barista à 5 heures du matin, assistante de bibliothèque à midi, et conceptrice de site web indépendante la nuit. Je dormais à peine. Je mangeais des nouilles instantanées. J'ai manqué des fêtes. Pendant ce temps, Antoine a à peine obtenu son bac, mais cela n'avait pas d'importance. François et Martine ont payé ses frais de scolarité dans une grande école de commerce privée et coûteuse où il s'est spécialisé en études entrepreneuriales. Ils ont payé son loyer pour un appartement de luxe. Ils lui ont donné une allocation de 3 000 € par mois pour ses frais de réseautage. J'ai observé de loin comment ils flambaient leur argent. Il a lancé une marque de t-shirts qui a échoué. Il a investi dans une crypto-monnaie qui s'est avérée être une arnaque. Il a essayé de devenir un influenceur lifestyle, mais n'a réussi qu'à influencer mes parents à lui acheter un Range Rover.
pour qu'il ait l'air crédible. Et à travers tout ça, Martine était l'architecte. Martine n'était pas seulement une mère. Elle était la manager d'une marque qui n'existait pas. C'était une femme obsédée par les apparences. Elle avait été la dauphine d'un concours de beauté dans sa jeunesse et ne s'était jamais remise de ne pas avoir remporté la couronne. Elle projetait toute cette ambition frustrée sur Antoine. C'est elle qui organisait les mensonges. Quand Antoine a raté un cours, Martine a dit aux voisins que le professeur était intimidé par l'intellect d'Antoine. Quand Antoine a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, Martine a prétendu qu'il était épuisé par son travail caritatif. C'était une manipulatrice de génie, une femme qui pouvait vous insulter avec un compliment et vous poignarder avec un sourire. Elle portait des tailleurs Chanel qu'elle ne pouvait pas tout à fait se permettre et parlait d'une voix douce et mélodieuse qui masquait un noyau d'acier absolu. Elle ne me voyait pas comme une fille, mais comme un service public. J'étais le groupe électrogène de secours, ignoré jusqu'à ce que le courant soit coupé. Et maintenant, le courant était coupé. J'étais assise à mon bureau, la boîte en métal ouverte devant moi. J'ai pensé à la personne qui devait manigancer tout ça en coulisses. Ce n'était pas Antoine. Antoine était trop paresseux pour rédiger un procès aussi complexe. Et bien que François fût avide, il était aussi paresseux. Il préférait le chemin de la moindre résistance. Non, c'était Martine. Je pouvais l'imaginer assise à leur table de salle à manger en acajou, des bloc-notes juridiques étalés, sirotant son chardonnay. Je pouvais l'entendre le rationaliser. Sophie a tellement. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas de famille à soutenir. Antoine a besoin d'un nouveau départ. C'est juste. Elle aurait trouvé un avocat tout aussi affamé et sans scrupules qu'elle. Elle l'aurait charmé, aurait joué la victime, m'aurait dépeinte comme la fille ingrate qui a volé les bijoux de famille et s'est enfuie. Elle s'était officiellement présentée dans ma vie, non pas comme une mère, mais comme une plaignante. J'ai pris un document au fond de la boîte en métal. Le papier jaunissait légèrement. Il était daté de l'été avant ma première année d'université. Mes yeux ont parcouru le texte et un sourire froid et dur a effleuré mes lèvres. Martine et François étaient si arrogants. Ils étaient si convaincus de leur propre récit qu'ils avaient oublié les mesures explicites qu'ils avaient prises pour s'assurer que je ne leur demanderais jamais d'argent. Ils avaient eu si peur que je draine leurs ressources qu'ils avaient légalement coupé les ponts avec mon avenir financier il y a des années. Je n'allais pas seulement gagner ce procès, j'allais les humilier. Le document dans mes mains était intitulé « Accord de séparation financière et de décharge de responsabilité parentale ». Je me suis adossé à ma chaise, le cuir grinçant dans le silence de mon bureau. Je me souvenais du jour où je l'avais signé. C'était 2 jours après mon 18e anniversaire. Martine et François m'avaient fait asseoir à la table de la cuisine, la même table où ils venaient de planifier le voyage de fin d'études d'Antoine en Europe, et m'avaient dit que si je voulais aller à l'université, je devais me débrouiller seul. Mais ils étaient malins. Ils ne voulaient pas seulement arrêter de payer. Ils voulaient s'assurer que je ne pourrais pas revenir plus tard, prétendant qu'ils m'avaient négligé. Ils avaient rédigé ce document, probablement téléchargé d'un site de modèle juridique, déclarant que moi, Sophie, reconnaissais être une adulte indépendante, que mes parents avaient rempli toutes leurs obligations financières, et que je renonçais à toute prétention future sur les actifs, le soutien ou la succession de la famille en échange d'une émancipation immédiate des règles de la maison. Ils m'avaient fait signer pour pouvoir me mettre dehors sans culpabilité. Ils avaient voulu protéger leur argent de moi. Ils n'avaient jamais imaginé que 6 ans plus tard, ce bout de papier serait le bouclier en acier protégeant mon argent d'eux. Je n'ai pas souri. La prise de conscience n'a pas apporté de joie. Elle a apporté une concentration froide et calculée. La migraine s'est enfin retirée, remplacée par la clarté aiguë de la bataille. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Marc, ai-je dit quand la voix à l'autre bout a répondu. Marc Vidal était le genre d'avocat qui effrayait les autres avocats. Il était cher, agressif et spécialisé dans le contentieux des sociétés et la protection des actifs. J'ai une situation. J'ai besoin que tu libères ton agenda pour demain matin. Sophie, sa voix semblait surprise. Je pensais que tu étais au repos. L'accord d'acquisition a-t-il rencontré un problème? L'accord va bien. C'est personnel. Mes parents me poursuivent pour 5 millions d'euros. Il y eut une pause sur la ligne. Pardon. Tu as dit tes parents? Oui, ils prétendent que j'ai volé mon idée d'entreprise à mon frère. Ils ont demandé une injonction pour geler mes comptes.
C'est ambitieux, dit Marc, son ton passant d'amical à professionnel. Envoie-moi la plainte. Je te retrouve à ton bureau à 8 heures du matin. Et Sophie, ne leur parle pas. Ne leur envoie pas de SMS. Ne les regarde même pas, je connais la procédure, ai-je dit. Mais Marc, j'ai besoin de plus qu'une défense. J'ai besoin d'une autopsie. Que veux-tu dire? Il ne ferait pas ça s'il n'était pas désespéré. Martine se soucie de sa réputation plus que tout. Traîner ça devant un tribunal public les expose aussi. S'ils sont prêts à prendre ce risque, ça veut dire que le trou qu'Antoine a creusé n'est pas juste un petit creux. C'est une tombe. J'ai besoin de savoir exactement à quelle profondeur il se trouve. Je peux mettre un expert comptable judiciaire dessus. On peut faire une vérification des antécédents du frère. Chercher les privilèges, les jugements, tout le tralala. Fais-le, ai-je ordonné. Retourne chaque pierre. Si Antoine a acheté un chewing-gum au cours des 5 dernières années, je veux le savoir. J'ai passé le reste de la nuit non pas à dormir, mais à me préparer. J'ai sorti tous les emails que j'avais échangés avec Antoine. J'ai parcouru de vieux journaux de discussion d'il y a 6 ans. Le procès prétendait qu'Antoine avait eu l'idée de ma plateforme de e-commerce, un système de gestion des stocks spécifiques piloté par l'IA. Pendant des séances de brainstorming familial en 2018. J'ai cherché dans mes archives. En 2018, j'ai trouvé un email d'Antoine intitulé « Yo, besoin de thunes. Salut Soph, maman a dit que tu te débrouilles bien avec les ordis. Tu peux réparer mon portable? J'ai renversé de la bière dessus. Aussi, tu peux me prêter 500 €. J'ai un investissement sur qui arrive. C'est une appli qui suit les itinéraires de promenade de chiens. Ça va être énorme. J'ai fait une capture d'écran. J'en ai trouvé un autre 3 mois plus tard. Sauf. Sérieux, arrête de faire tasser et réponds à maman. Aussi, tu penses que je devrais lâcher la fac et devenir DJ? J'ai l'impression que mon énergie créative est étouffée par l'écho 101. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Il n'y avait aucune mention de gestion des stocks, d'IA ou de e-commerce. Il n'y avait qu'un historique documenté d'un homme-enfant dérivant d'une illusion à l'autre, demandant de l'argent à sa sœur cadette tout en l'insultant. Au lever du soleil, j'avais une chronologie de ma propre création. J'avais des journaux de commis montrant mes mises à jour de code à 3 heures du matin. J'avais des reçus de serveurs à mon nom. J'avais les statuts initiaux de la SARL où j'étais l'unique signataire. Je me suis douché, habillé de mon tailleur gris anthracite le plus élégant, celui que je portais pour conclure l'acquisition, et je suis allé à mon bureau. Je n'étais plus la fille malade. J'étais la PDG. La conférence de règlement était prévue pour 3 jours plus tard. Mon refus de régler l'affaire par téléphone les avait apparemment agités. Leur avocat avait donc demandé une réunion en personne pour discuter de la gravité de la situation avant de procéder à la phase de communication des pièces. Traduction, ils voulaient m'intimider dans une pièce. La réunion a eu lieu au bureau de leur avocat, un petit cabinet d'affaires du centre-ville qui sentait le café rassis et le désespoir. Je suis entré avec Marc à mes côtés. Martine et François étaient déjà là, assis d'un côté de la longue table de conférence. Antoine n'était pas présent. Bien sûr que non. Il était trop fragile pour les tirs croisés. Martine était impeccable. Elle portait un tailleur de couleur crème, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle m'a regardé avec des yeux tristes de poupée, jouant à la perfection le rôle de la mère au cœur brisé. François ne croisait pas mon regard. Il étudiait agressivement une tâche sur la table. Leur avocat, un homme nommé Maître Lambert, qui portait un costume légèrement trop brillant, s'est levé. Madame nom de famille. Merci d'être venue. Nous espérons pouvoir résoudre cela à l'amiable. Je n'ai pas serré sa main. Je me suis assise, j'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai croisé les mains. Je vous écoute. Maître Lambert s'est éclairci la gorge. Écoutez, nous savons tous que les tribunaux coûtent cher. Mes clients demandent simplement ce qui est juste. Votre frère Antoine a contribué de manière significative à la propriété intellectuelle à la base de votre entreprise. Nous avons des déclarations sous serment de vos parents indiquant que l'algorithme de base a été discuté à la table du dîner en 2018. La table du dîner, répéta Marc, la voix sèche. Vous voulez dire la table dont Sophie était généralement excusée pour qu'elle puisse aller travailler de nuit. Nous avons des témoins, intervint doucement Martine. Sophie,
tu te souviens, tu prenais des notes. Tu prenais toujours des notes quand Antoine parlait. Nous pensions que tu étais juste une sœur solidaire. Nous ne savions pas que tu exploitais son génie. Exploiter son génie, ai-je répété, goûtant l'absurdité des mots. Martine, la seule chose qu'Antoine ait jamais réussi à exploiter, c'est ton compte en banque. Sophie, a claqué François, levant enfin les yeux. Son visage était rouge. Montre un peu de respect. Ton frère traverse une période difficile. Il est malade. Il est fauché, François. Il y a une différence, ai-je contré froidement. Il est sans le sou parce que tu as volé son avenir, s'est écriée Martine, une seule larme parfaite glissant sur sa joue. Tu as des millions, Sophie. Des millions. Et tu n'aides même pas ta propre chair et ton propre sang. Nous ne demandons pas tout, juste les 5 millions. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour toi. Ça règle ses dettes, le remet sur pied, et nous signons une clause de non-divulgation. Personne n'a à savoir que tu as volé l'idée. Je n'ai rien volé, ai-je dit, ma voix stable, et je ne vous paierai pas un centime. Maître Lambert s'est penché en avant. Alors nous irons au tribunal. Nous assignerons vos disques durs. Nous interrogerons vos employés. Nous dépeindrons le tableau d'une sœur impitoyable et sans cœur qui a cannibalisé sa famille pour réussir. La presse adore ce genre d'histoire. La reine des neiges de la tech. Votre cours en bourse peut-il supporter ça? La pièce est devenue silencieuse. C'était une menace directe. Paye ou nous détruisons ta réputation. J'ai regardé Marc. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. C'était le moment. J'ai sorti un seul dossier de ma mallette. Je l'ai fait glisser sur la table vers Maître Lambert. Avant de demander la communication des pièces, ai-je dit, vous voudrez peut-être examiner le délai de prescription pour les réclamations familiales. Et plus important encore, vous voudrez peut-être lire le contrat que mes parents ont rédigé et m'ont forcé à signer il y a 6 ans. Maître Lambert a ouvert le dossier. Il a lu le titre, ses sourcils se sont froncés. Martine a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Ça, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, c'est l'accord de séparation financière que vous m'avez fait signer avant de me mettre à la porte. Vous vous souvenez? Paragraphe 4, clause B, les parties sous-signées conviennent que toutes les entreprises financières, actifs et passifs futurs sont la seule responsabilité de l'individu, et qu'aucune réclamation familiale sur le revenu ou la propriété n'existera dorénavant. Le visage de Martine est devenu blême. Ça. C'était juste pour les aides financières. Ce n'était pas destiné à ça. C'est un contrat légal notarié, Martine, ai-je dit. Vous vouliez vous assurer que je ne reviendrai jamais demander de l'argent. Ce faisant, vous avez légalement renoncé à votre droit de me demander de l'argent. Vous avez également renoncé à toute prétention sur la propriété intellectuelle familiale parce que vous m'avez déclaré entité financière distincte et séparée. Maître Lambert lisait le document rapidement, la sueur perlant sur son front. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose frénétiquement à François. Le visage de François a pris une teinte violette que je n'avais pas vue depuis que j'avais accidenté sa voiture à 16 ans. Espèce de petite ingrate. Je ferai attention, François, avertit Marc, sa voix claquant comme un fouet. C'est un piège, siffla Martine, son masque glissant. La douce mère avait disparu, la manager vindicative était de retour. Tu nous as manipulés. Tu préparais ça depuis le début. J'avais 18 ans, j'ai frappé ma main sur la table, le son résonnant comme un coup de feu. J'étais une enfant que vous jetiez. C'est vous qui avez rédigé le contrat. Vous m'avez fait le signer parce que vous vouliez acheter un bateau au lieu de payer ma chambre d'étudiante. Vous n'avez pas investi en moi. Vous avez parié contre moi. Et maintenant que j'ai gagné, vous voulez encaisser un ticket que vous avez déchiré il y a 6 ans. Nous avons besoin de cet argent, a lâché François. La colère s'est drainée de lui, remplacée par une panique brute et terrifiante. Tu ne comprends pas les créanciers. Ce n'est pas la banque, Sophie. La pièce est devenue morte de silence. Martine lui a donné un grand coup de pied sous la table. François, tais-toi. J'ai regardé François, puis Martine. La panique dans ses yeux était réelle. Il ne s'agissait pas seulement des dettes de carte de crédit d'Antoine. Les créanciers ne sont pas la banque, ai-je demandé lentement. À qui Antoine doit-il de l'argent? Ça n'a pas d'importance, a interrompu Maître Lambert, fermant le dossier.
Ce document. Il présente un obstacle, mais il n'est pas insurmontable. Nous pouvons plaider qu'il a été signé sous la contrainte ou qu'il est abusif. Vous pouvez essayer, dit Marc en se levant. Mais nous contre-attaquerons pour procédure abusive et dépôt de plainte frivole, et nous demanderons le remboursement des frais de justice. Et Sophie témoignera sur les créanciers que vous venez de mentionner. Nous avons terminé ici, ai-je dit en me levant. J'ai regardé mes parents. Ils avaient l'air petits. Retirez la plainte avant demain midi ou je transmets ce contrat à la presse moi-même. Je pense que le titre des parents poursuivent leur fille à succès après l'avoir renié pour pauvreté aura pas mal de succès. Nous sommes sortis, mais en atteignant l'ascenseur, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Le lapsus de François me hantait. Les créanciers ne sont pas la banque. Marc, ai-je dit alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Accélère l'expertise comptable. Quelque chose ne va pas. Antoine n'a pas seulement perdu de l'argent. Il a perdu l'argent des mauvaises personnes. Je pensais que la confrontation mettrait fin à tout ça. Je pensais que le contrat était l'échec et mat. J'ai sous-estimé la capacité de Martine à l'auto-illusion et à la rancune. Ils n'ont pas retiré la plainte. Au lieu de cela, le lendemain matin, ma responsable des relations publiques m'a appelé à 6 heures du matin. Sophie, n'ouvre ni LinkedIn ni Twitter. En fait, n'ouvre juste pas Internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ai-je demandé en me frottant les yeux. Il y a un article sur un blog à potins populaire sur la tech. Des sources affirment que la coqueluche du e-commerce, Sophie nom de famille, a bâti son empire sur du code volé à son frère sans le sou. C'est en tendance et il y a une vidéo. J'ai ouvert le lien contre son conseil. C'était une vidéo de Martine. Elle se tenait devant leur maison qui avait l'air visiblement négligée, la pelouse envahie par les mauvaises herbes, pleurant devant la caméra. Nous voulions juste qu'elle soit juste, sanglotait-elle. Antoine a travaillé si dur sur ses algorithmes. Il a un esprit brillant, mais il lutte avec. Avec sa santé mentale. Et Sophie en a profité. Elle a pris ses carnets et l'a mis à la porte. Maintenant, il perd sa maison, et elle ne répond même pas à nos appels. C'était une masterclass en manipulation. Elle n'a pas mentionné le procès ou l'argent directement. Elle s'est concentrée sur le récit émotionnel. Grande sœur harcèle petit frère mentalement fragile. Ma boîte de réception se remplissait déjà de messages de haine. Un partenaire potentiel pour notre prochaine expansion logistique m'a envoyé un email pour dire qu'il suspendait les négociations en attendant des éclaircissements sur le litige de propriété intellectuelle. Je tremblais de rage. Je voulais crier. Je voulais conduire jusqu'à leur maison et leur crier dessus. Concentre-toi, me suis-je dit. Ne réagis pas. Exécute. Je suis allé au bureau. L'ambiance était sombre. Mes employés me regardaient de travers. J'ai appelé une réunion générale et leur ai assuré que les allégations étaient fausses et qu'une action en justice était en cours. Ils ont hoché la tête, mais je pouvais voir le doute. À 14 heures, l'experte comptable judiciaire, une femme nommée Dr Élise Royer, est arrivée. Elle avait l'air grave. Elle portait un épais classeur. Sophie, dit-elle en fermant la porte de mon bureau et en la verrouillant. Nous avons un problème, et ce n'est pas seulement le procès. Dites-moi, ai-je dit. Nous avons fait une analyse approfondie des finances de vos parents et de l'historique d'Antoine. Vous aviez raison sur le fait que les créanciers n'étaient pas la banque. Antoine s'est impliqué avec des prêteurs privés non agréés, des usuriers en gros, il y a environ 2 ans pour financer une ferme de minage de crypto-monnaies qui n'existait pas. Il leur doit environ 600 000 euros. Les intérêts s'accumulent quotidiennement. 600 000 euros, ai-je expiré. C'est grave, mais ce n'est pas 5 millions. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a poursuivi le docteur Royer. Pour payer les intérêts de ces prêts, vos parents se sont saignés à blanc. Ils ont liquidé leur plan d'épargne retraite. Ils ont pris une deuxième hypothèque. Mais il y a 6 mois, ils n'avaient plus de liquidité. Alors ils m'ont poursuivi, ai-je conclu. Non, a dit le docteur Royer, ils vous ont poursuivi après avoir essayé l'autre option. Elle a ouvert le classeur et a fait glisser un document vers moi. C'était une demande de prêt garanti par l'État, PGE, un prêt de soutien lié à la pandémie. Montant, 450 000 euros. Le demandeur est Antoine nom de famille Consulting, a déclaré le docteur Royer. Mais regardez le garant. J'ai regardé la ligne de signature.
Sophie nom de famille. Ma signature, ou plutôt une approximation tremblante et décalquée de celle-ci. Ils ont falsifié ma signature, ai-je chuchoté. La pièce a tourné. Ils ont contracté un prêt garanti par l'État à mon nom. Ils ont utilisé votre numéro de sécurité sociale, a confirmé le docteur Royer. Ils l'avaient probablement de l'époque où vous étiez à leur charge. Ils vous ont inscrite comme partenaire à 50% pour profiter de votre code de crédit, qui est excellente, par rapport à celle d'Antoine, qui est inexistante. Le prêt a été approuvé. L'argent a été déposé sur un compte joint contrôlé par Antoine. Il a disparu. Et le prêt est maintenant en défaut de paiement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ce n'était plus un simple litige civil. C'était une usurpation d'identité. C'était une fraude bancaire aggravée. Si je ne le signalais pas et que le gouvernement venait chercher cet argent, je pourrais être tenu pour responsable. Je pourrais aller en prison en tant que complice si je semblais couvrir l'affaire. Il y a plus, a dit doucement le docteur Royer. Parce que le prêt est en défaut, la banque a ouvert une enquête. Vos parents le savent. Ils ne vous poursuivent pas seulement pour l'argent, Sophie. Ils vous poursuivent pour créer une trace écrite légale qui établit l'existence d'un partenariat. S'ils gagnent ou si vous réglez l'affaire et admettez avoir partagé des actifs, cela valide rétroactivement la demande de prêt frauduleuse. Ils essaient de vous faire porter le chapeau pour le prêt qu'ils ont volé. J'ai fixé le papier. La trahison était totale. Ils ne se contentaient pas de m'exploiter. Ils me tendaient un piège pour que je prenne la responsabilité de leur crime. Ils étaient prêts à m'envoyer en prison pour sauver Antoine de son propre gâchis. Mon téléphone a sonné. C'était encore Martine. J'ai fixé l'écran. La peur avait disparu. La blessure avait disparu. Tout ce qui restait était une détermination froide et dure. Docteur Royer, ai-je dit sans lever les yeux. Rassemblez tout. Le rapport d'expertise, l'analyse de la contrefaçon, la chronologie de l'utilisation du prêt. Envoyez-le à Marc. Que allez-vous faire? Je vais appeler la brigade financière, ai-je dit. Mais d'abord, je vais m'assurer que le monde sache exactement qui sont vraiment Martine et François nom de famille. J'ai décroché le téléphone. Allô, Martine, ai-je dit. Sophie, sa voix était haletante. As-tu reconsidéré? La presse devient méchante. Nous pouvons faire cesser tout ça. J'y ai réfléchi, ai-je menti. Je veux mettre fin à ça. Je suis prête à discuter des termes. Oh, Dieu merci, a-t-elle expiré. Je savais que tu reviendrais à la raison. Je vous rejoins, ai-je dit, mais pas dans un cabinet d'avocat. Faisons-le à la maison. La maison familiale, ce soir. J'apporterai le chéquier. Parfait, dit-elle. Le dîner sera prêt. Ne vous embêtez pas, ai-je dit. Je ne resterai pas longtemps. Je suis entré dans l'allée de la maison de mon enfance à 19h58. La maison était une grande demeure de style colonial que Martine entretenait au millimètre près. Mais ce soir, sous la lumière crue des projecteurs à détecteur de mouvement, j'ai vu les fissures. La peinture s'écaillait autour des cadres de fenêtres. La pelouse immaculée était parsemée de plaques de négligence brune. C'était une métaphore parfaite des gens qui vivaient à l'intérieur, une grande façade pourrissant de l'intérieur. Je suis resté assise dans ma voiture un instant, agrippant le volant. Sur le siège passager se trouvait un épais dossier contenant les preuves que le docteur Royer avait compilées, l'expertise comptable, l'analyse de la contrefaçon et la déclaration sous serment que j'avais faite une heure plus tôt. J'ai vérifié mon rétroviseur. Une berline noire était garée 3 maisons plus loin, ses phares éteints. J'ai fait un appel de phare. La berline a répondu. Ok, me suis-je murmuré. Finissons-en. J'ai remonté l'allée. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. Martine se tenait là, portant un tablier sur sa robe, un étrange sourire plaqué sur son visage. Sophie, s'exclama-t-elle, tendant les bras comme pour m'étreindre. J'ai fait un pas de côté, la dépassant pour entrer dans le hall. Bonjour, Martine. La maison sentait le rôti de bœuf et le romarin, le plat spécifique qu'elle préparait pour les grandes occasions. C'était une odeur qui me faisait me sentir en sécurité, mais maintenant, ça sentait juste le piège. Dans la salle à manger, François et Antoine étaient déjà assis. François versait du vin d'une main tremblante.
Antoine avait une mine affreuse. Il était décharné, la peau cireuse, portant un sweat à capuche qu'il semblait ne pas avoir quitté depuis des jours. Quand il m'a vu, il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air vaincu. « Sophie, dit François, la voix trop forte. Contente que tu aies pu venir. Assieds-toi. Martine a préparé ton plat préféré. Elle a fait du rôti de bœuf, ai-je corrigé, restant debout. Le plat préféré d'Antoine. Mon préféré a toujours été les lasagnes, mais tu disais que c'était trop salissant à faire. Le silence qui a suivi était assez épais pour étouffer. Eh bien, s'est empressée Martine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ne nous attardons pas sur le passé. Nous sommes ici pour réparer l'avenir. Assieds-toi. Assieds-toi. J'ai tiré une chaise, mais je ne me suis pas assise. J'ai posé le lourd dossier sur la table, juste à côté de la saucière en cristal. Je ne suis pas ici pour manger, ai-je dit. Vous avez dit que vous vouliez un chèque. Vous avez dit que si je payais les 5 millions, le procès disparaissait. C'est le seul moyen, sauf, a marmonné Antoine, fixant son assiette vide. Ces gars, les gens à qui je dois, ils ne rigolent pas, je suis au courant des usuriers, Antoine, ai-je dit doucement. Antoine a levé les yeux, la peur brillant dans son regard. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, a rapidement interjeté Martine, s'asseyant et posant une main sur le bras d'Antoine. Nous sommes ici pour régler le litige familial. Maître Lambert a les papiers prêts à signer. Une fois le virement vérifié, nous retirons la plainte sans possibilité de recours. Elle a fait glisser un document sur la table. C'était un accord de règlement. Il incluait une clause admettant que j'avais emprunté la propriété intellectuelle d'Antoine. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Sophie, nous en avons discuté, a prévenu François, son visage devenant rouge. Si tu pars d'ici sans signer, le procès continue. La presse. La presse ne se souciera pas d'un procès civil, les jeux coupés. Pas quand ils entendront parler de l'enquête fédérale. Martine s'est figée, sa main se resserrant sur le bras d'Antoine jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. De quoi parles-tu? J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti la demande de prêt garanti par l'État. Je l'ai tenue en l'air. Avril 2020, ai-je lu. Demande de prêt garanti par l'État. Demandeur, Antoine nom de famille Consulting. Co-garant, Sophie nom de famille. Antoine a froncé les sourcils, l'air confus. Je n'ai jamais. Je n'ai pas demandé ça avec toi. Maman a dit qu'elle s'occupait du financement. Maman s'en est occupée, en effet, ai-je dit, regardant directement Martine. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Elle a falsifié ma signature. Elle a contracté un prêt de 450 000 € à mon nom, le faisant transiter par un compte joint qu'elle a ouvert en utilisant ma vieille carte d'identité du lycée. C'est un mensonge, a sifflé Martine. Sa voix avait baissé d'une octave. La douce mère avait disparu. Tu as accepté d'aider ton frère. Tu as signé ces papiers. J'ai un expert en graphologie qui dit le contraire, ai-je contré. Et j'ai votre adresse IP enregistrée lors de la soumission de la demande. Et j'ai les relevés bancaires montrant que l'argent n'a pas été utilisé pour une entreprise. Il a servi à payer les arriérés d'hypothèque sur cette maison. Il a servi à payer à François un nouveau leasing sur sa Mercedes et il a servi à payer les intérêts. Juste les intérêts sur les dettes de jeu d'Antoine. La tête d'Antoine s'est redressée. Tu as dit que tu l'investissais sur le marché. Tais-toi, Antoine, a rugi François en frappant du poing sur la table. Non, laissez-le parler, ai-je dit, ma voix s'élevant. Antoine, ils ne m'ont pas seulement volé. Ils t'ont tendu un piège. Regarde les conditions de défaut de paiement. Je lui ai jeté la page. Si le prêt n'est pas remboursé, le demandeur principal est passible de poursuites pénales pour fraude. Je ne suis que la garante. Je perds juste de l'argent. Toi. Tu irais en prison. Antoine a ramassé le papier, ses mains tremblantes. Il a lu les lignes que j'avais surlignées. Il a regardé sa mère. Maman, tu m'as dit que c'était une subvention. Tu as dit qu'on n'aurait pas à le rembourser. Ça aurait dû être pardonné, a hurlé Martine en se levant. Ça l'aurait été si le gouvernement n'avait pas changé les règles. On l'a fait pour toi, Antoine. Tout était pour toi. Tu as fait de moi un criminel, la voix d'Antoine s'est brisée.
Il avait la voix d'un enfant. Tu as falsifié le nom de Sophie et tu as fait de moi le visage d'une fraude d'un demi-million d'euros. On devait le faire, a pleuré Martine, des larmes coulant sur son visage. Mais c'était des larmes de rage, pas de chagrin. Sophie n'aidait pas. Elle avait tout cet argent, l'accumulant pendant que nous nous noyions. C'était notre argent, c'est nous qui l'avons faite. Nous y avions droit. Alors vous m'avez poursuivi, ai-je dit en m'approchant de la table. Non pas parce que vous pensiez pouvoir gagner, mais parce que vous aviez besoin d'un jugement légal pour valider le partenariat afin que la banque ne regarde pas de trop près la fraude. Vous alliez utiliser l'argent du règlement pour rembourser le prêt avant que la brigade financière ne frappe à la porte. Martine m'a regardé avec une haine pure et sans mélange. Espèce de petite égoïste, ingrate. Tu as détruit cette famille. Non, Martine, ai-je dit, ressentant un étrange sentiment de calme m'envahir. J'ai juste allumé la lumière. Tu n'as aucune preuve, a balbutié François, se levant pour rejoindre sa femme. C'est ta parole contre la nôtre. On dira que tu l'as autorisé verbalement. Vous pourrez dire ça au commissaire Miller, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte en grand. La berline noire était déjà dans l'allée. 2 agents en coupe-vent de la police judiciaire montaient les marches. Derrière eux, une voiture de police locale arrivait, les gyrophares clignotant silencieusement. Martine et François, nom de famille, a annoncé l'agent principal en entrant dans le hall. J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour fraude bancaire, usurpation d'identité aggravée et association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie. Martine a hurlé. C'était un son primal, animal. Elle s'est jetée, non pas sur la police, mais sur moi. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle crié, griffant l'air avant que les agents ne la maîtrisent. Je t'ai donné la vie. Tu me dois tout. Tu me dois tout. J'ai regardé pendant qu'il lui passait les menottes. J'ai regardé pendant qu'il menottait François, qui pleurait ouvertement, marmonnant à propos de ses problèmes cardiaques. Et puis j'ai regardé Antoine. Il ne bougeait pas. Il était assis à la table de la salle à manger, le rôti de bœuf froid devant lui, fixant le document du prêt. Le policier s'est approché de lui doucement. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. » Antoine a levé les yeux. Il m'a regardé. Pour la première fois en 20 ans, l'arrogance avait disparu. Le sentiment de droit avait disparu. Tout ce qui restait était un jeune homme effrayé qui réalisait qu'il avait été la poule aux œufs d'or qu'il prévoyait de faire rôtir depuis le début. « Je ne savais pas, sauf, a-t-il chuchoté, les larmes aux yeux. Je jure devant Dieu, je ne savais pas qu'ils avaient utilisé ton nom. Je sais, ai-je dit doucement. Et c'était vrai. Antoine était une sangsue, oui, mais il n'était pas un cerveau criminel. Il était juste une autre victime de l'ambition de Martine, paralysée par sa complaisance, tout comme j'avais été endurci par sa négligence. Dis-leur la vérité, Antoine, ai-je dit. C'est la seule façon de t'en sortir. La chute fut rapide, brutale et publique. En raison de la notoriété de mon entreprise et de la nature sensationnelle de l'angle des parents poursuivent leur fille à succès, la presse s'en est donnée à cœur joie. Mais le récit s'est inversé du jour au lendemain. Les gros titres sont passés de une PDG de la tech accusée de vol à un couple de la banlieue chic inculpé dans une vaste fraude au pré-pandémique ciblant leur propre fille. Ma réputation ne s'est pas seulement rétablie. Elle a grimpé en flèche. Les investisseurs me considéraient comme un titan de la résilience. L'accord d'acquisition a été conclu 2 semaines plus tard à une valorisation 15% plus élevée que l'offre initiale. Martine et François se sont vus refuser la libération sous caution. Le risque de fuite était considéré comme trop élevé compte tenu des comptes offshore de François, que le docteur Royer avait également trouvé, contenant quelques milliers d'euros pitoyables qu'il avait tenté de cacher. Le procès fut court. Face aux preuves accablantes, aux traces IP, à l'analyse graphologique et aux témoignages de l'experte comptable, leur avocat leur a conseillé de plaider coupable. Ils ont plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de fraude bancaire et un chef d'usurpation d'identité aggravée. Martine a été condamnée à 6 ans de prison ferme. François en a eu 4. Ils ont perdu la maison, les voitures et chaque centime de leur épargne retraite qu'il leur restait pour le dédommagement. Et puis il y avait Antoine. J'étais assise sur un banc dans le couloir du palais de justice, attendant. Les portes se sont ouvertes et Antoine est sorti. Il n'était pas menotté car il avait pleinement coopéré, témoignant contre nos parents et prouvant qu'il n'avait aucune connaissance de la contrefaçon.
Il avait évité la prison. Il a été condamné à du sursis avec mise à l'épreuve, à des cours obligatoires d'éducation financière et à des travaux d'intérêt général. Il m'a vu et s'est arrêté. Il avait l'air plus vieux. Il portait un costume bon marché, mal ajusté et froissé. Il ressemblait à ce qu'il était, un homme qui repartait de 0 à 27 ans. Il s'est approché, s'arrêtant à quelques mètres. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé qu'on le ramène. Ils sont partis, a-t-il dit. Sa voix était creuse. Pour un moment, ai-je convenu. Je suis désolé, a-t-il dit. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que J'étais horrible avec toi. Je pensais que j'étais meilleur que toi parce qu'ils me disaient que je l'étais. J'ai cru à leur baratin. Je sais, ai-je dit. J'ai un travail, a-t-il dit, une pointe de fierté perçant à travers la honte. C'est dans un entrepôt. Je range des étagères, au SMIC. Je vis dans un studio au-dessus d'un garage. C'est vraiment dur, Sophie. Ça l'est, ai-je dit. Mais c'est à toi. Tu le gagnes. Il a levé les yeux vers moi, cherchant quelque chose sur mon visage. Peut-être le pardon. Peut-être un chèque. Peut-être un retour à la situation d'avant. Est-ce qu'on peut? A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Est-ce que je peux t'appeler un de ces jours? Je l'ai regardé. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour le frère que je n'avais jamais vraiment eu. Pour la famille qui aurait pu être si nos parents n'avaient pas été des monstres. Mais j'ai aussi senti le poids des cicatrices qu'ils avaient laissées. Pas encore, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour, mais pour l'instant, tu dois découvrir qui est Antoine quand il n'est pas le fils prodige. Et je dois découvrir qui je suis quand je ne me bats pas pour ma vie. Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. C'est juste. Bonne chance, Antoine, ai-je dit. Toi aussi, sauf. Il a tourné les talons et s'est éloigné dans le long couloir de marbre, vers la lumière vive d'un monde où il était enfin, et de manière terrifiante, libre. Je suis sorti par l'autre porte. Marc m'attendait près de ma voiture. C'est fini, a-t-il demandé. C'est fini, ai-je dit. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Je ne suis pas retourné au bureau. Je ne suis pas retourné à la grande maison de maître. J'ai conduit jusqu'à la côte, me garant sur une falaise surplombant l'océan. Je suis resté assise là longtemps, regardant les vagues se briser contre les rochers. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un message vocal de Martine, envoyé depuis le téléphone de la prison juste avant son traitement complet. Je ne l'ai pas écouté. J'ai appuyé sur supprimer. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai viré les frais de justice à Marc. J'ai regardé le solde restant. Les millions que j'avais gagnés, l'empire que j'avais bâti. Pendant des années, chaque euro avait été un bouclier, un moyen de prouver que j'étais en sécurité. Mais assise là, l'air salin remplissant mes poumons, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de l'argent pour me sentir en sécurité. J'avais affronté les personnes qui me faisaient me sentir petite, et je les avais vues rétrécir. J'avais 24 ans. Je n'avais ni parents, ni frères, et une entreprise à diriger. J'étais seul. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas solitaire. J'étais juste libre. Pero sí. Pues la levantada temprano parable prepa. Ah, bueno, sí, eso siempre mata. Pararse temprano para lo que sea siempre mata. Pero bueno, y luego el chacamión no pasa cuando lo necesito. También eso irse en transporte público es horrible. Yo no me he ido mucho en transporte público a la escuela, pero sí tenía un amigo que, por ejemplo, sí iba en metro. No en camión, en metro. Pero también había veces que fallaba el metro o cualquier cosa. Y de que por culpa de eso llegaba tarde. O de que había muchísima gente. O sea, es feo. La verdad es que irse en transporte público tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, evidentemente. La ventaja es que pues no te tienes que... O sea, una vez que estás en el transporte público, solamente te tienes que preocupar por bajarte del transporte y pues es mucho más barato. O sea, tiene varias ventajas, ¿no? Pero pues también tiene varias desventajas, evidentemente. Ahorita los leo porque en este nivel sí tengo que estar un poquito más concentrado, tampoco mucho. Ay, bueno, ya me caí 80 veces.
Es bueno, pero no me gusta ver el típico bigote de Chocomil. Y luego bueno, eso sí también. Yo la barba no me la dejé. O sea, sí me la dejaba luego porque se me olvidaba quitármela. Pero ya por gusto no me la dejé hasta que salí de universidad, yo creo. Porque no me salía bigote Chocomil, pero sí me salía una barba medio fea. O sea, de lo típico de que te sale barba y te sale como por partes. En unas partes sí te sale como más frondosa y se ve bien, pero en otras partes no te sale o te salen 3 pelos y luego en otras partes te vuelve a salir más o menos bien. Y de que no está tan cool, la verdad. Entonces, pues sí, pues eso. No, por agarrarlo. Eso sí, pero luego, yo quisiera pelo en pecho. Sí, William. Pues a ver si te sale. Todavía te falta crecer. Chance ya después vas a decir, uy, ojalá no tuviera. O igual y sí. Igual y te gusta mucho. Ya después lo sabrás. ¿Prefiere verse con barba o sin barba? A mí me gustan ambas, o sea, puedo dejar... Normalmente me la dejo, o sea, desde que me sale casi siempre me la dejo. Y como que me gusta tener barba, pero cuando me la quito tampoco me molesta quitármela. La verdad es que tanto con barba como sin barba me gusta. No sé ustedes cómo prefieran que esté yo, o sea, no ustedes, yo. Con barba o sin barba, pero sí, yo con cualquiera de las dos estoy bien. Ese sí, pero luego el güey no ve los baches. Eso sí, aparte, los camiones son súper imprudentes luego manejando. O sea, creen que por tener un camión y como es grande el camión, ya como que tienen libertad completa para manejar y hacer lo que quieran, literal. Entonces, de que se vuelve horrible luego los camiones. O sea, de que cuando estás tú manejando y hay un camión a tu lado, de que si se quiere meter, se te va a meter, da igual, es en plan... como que no les importa, literal, creen que tú los vas a dejar pasar solamente porque es un camión. Y pues luego sí no ven los baches y vas ahí saltando. Y aparte de que por sí los camiones de manera general, incluso sin baches, ya de por sí como que se mueven mucho, ¿no? O sea, van manejando y el camión va así. En cambio en el coche como que es un poquito más estable, pero pues... De nuevo, tiene ventajas y tiene desventajas. ¿De dónde eres? ¿De México? Chale. Ándale, eso es lo que me pasa, como que me sale por partes, termino quitándola toda. Sí, yo cuando estaba en prepa y así, y en universidad incluso, también me la terminaba quitando por lo mismo. O me la dejaba, porque donde sí me salía desde el principio era como la parte de aquí, ¿no? Como el candado y todo esto sí me salía como desde hace bastante. Pero de que ya toda esta parte de aquí ya no me salía bien. Entonces lo que sí luego me dejaba era como un poquito más el candado, que no me dejaba tal cual la barba de candado, pero si me llegaba a dejar era como más esa parte. Pero lo demás sí me lo quitaba porque no me salía bien. Y ya fue hasta después de que salí de la universidad que ya me empezó a salir como completa. Pero antes sí no. ¿De qué estado? No te escucho ningún acento. De Puebla. Yo soy de Puebla. ¿Tú de dónde eres? ¿Los demás de dónde son? Digo, seguramente se me olvidar, no les voy a mentir. Se me olvida luego, pero me pueden decir de dónde son. 27.6k de likes seguidos. Muchísimas gracias, Buru. Pero sí, un montón de likes, un montón de likes. Muchísimas gracias. Aquí carreando. Yo, aunque tenga dinero, prefiero ir caminando. Sea lejos o cerca, a no ser que sea importante. O sea, de que no tomar transporte público, dices. O de que no manejar tampoco. Yo, a ver, si es cerca, pues sí voy caminando. Pero si es lejos, ya sí prefiero el carro. Aunque si tuviera que tomar transporte público, probablemente también preferiría También preferiría ir caminando, pero porque... por mi ansiedad social.